Bonjour à tous et bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de cette Assemblée générale. Alors pendant un peu plus d'une heure, nous allons échanger autour d'une question qui est un véritable défi pour les coopératives agricoles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette question, nous pouvons la formuler ainsi. La souveraineté alimentaire est-elle une utopie face à la réalité des marchés agricoles? Je m'appelle Camille Perrache, je suis journaliste indépendant. Et je vais animer cette table ronde avec à mes côtés nos deux intervenants et l'aide de Jean de Balatier pour les questions que vous, téléspectateurs, vous allez pouvoir poser. Alors à ma droite, Alexandra Kirsch. Depuis septembre 2020, vous êtes directrice des études au sein d'Agriculture Stratégie, qui est à la fois un think tank et un cabinet de conseil. De formation, vous êtes ingénieur agronome, docteur en économie politique et politique agricole. Vous avez auparavant travaillé au sein de la DDT de la Côte d'Or, au plus près du terrain. À ma gauche, Jean-Louis Rastoin, vous êtes professeur émérite à Montpellier Supagro, ingénieur agronome, docteur en sciences économiques. Parmi d'autres choses, parce que vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes aussi le fondateur et conseiller scientifique de la chaire UNESCO en alimentation du monde et vous êtes membre de l'Académie de l'agriculture de France. Alors, pour rendre cette table ronde la plus interactive possible, nos téléspectateurs ont la possibilité de poser des questions par écrit dans le chat de l'interface. Les questions du public seront sélectionnées par Jean de Balatier et nous allons les poser au fur et à mesure de la table ronde à nos invités. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et pour donner quelques éléments de contexte, je souhaitais rappeler quelques chiffres. En 2005, la France était le troisième exportateur de denrées agricoles. Elle est aujourd'hui le sixième exportateur en valeur. En 15 ans, 16 ans, la France importe sur son territoire environ 20% des produits alimentaires qu'elle consomme, mais dans certaines familles de produits, ces pourcentages sont beaucoup plus élevés. On peut par exemple citer les importations de fruits et légumes qui atteignent 50%, 25% de la viande de porc provient de l'étranger, 35% de la viande de volaille, dont 70 à 80% de la viande de volaille consommée en restauration hors domicile provient de l'étranger. Et la tendance s'accentue d'année en année par un défaut de compétitivité prix des produits français. La crise du Covid-19 a souligné les fragilités de la mondialisation des échanges et dans les discours politiques, on a assisté à une affirmation de la volonté de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France. On se souvient par exemple de plusieurs prises de parole du président de la République en ce sens. Patrice Dumas a conclu sur cette thématique de la souveraineté alimentaire. Et donc la première question que je voulais poser à Jean-Louis Rastoin, c'est qu'est-ce que d'abord il faut mettre derrière ce terme de souveraineté alimentaire et quelle différence faites-vous avec l'autonomie alimentaire territoriale? Votre micro. Oui, il y a une bonjour à tous d'abord et merci pour l'invitation à participer à cette assemblée générale. Oui, il y a une articulation entre autonomie, il faut rajouter sécurité et souveraineté alimentaire. Donc l'autonomie, ça peut être défini comme la capacité d'un territoire à nourrir sa population. C'est plutôt une approche quantitative. La sécurité alimentaire, ça découle du droit à l'alimentation et c'est une notion à la fois quantitative et qualitative. Et enfin, la souveraineté alimentaire, c'est une notion politique. C'est le droit des peuples à se nourrir à partir de leur propre production et selon leurs traditions. Alexandra Kirsch, vraiment, je m'étais noté de dire Alessandra, parce que votre prénom s'écrit avec deux S, et je n'y arrive pas, je m'excuse vraiment. Donc Alessandra Kirsch, est-ce que vous avez un complément à apporter à la définition assez universitaire de Jean-Louis Rastoin? En fait, pour moi, la différence qui est importante, c'est dans la notion de souveraineté alimentaire, il y a une notion de choix. Il y a vraiment une notion de qu'est-ce qu'on veut comme alimentation, avoir la possibilité de choisir l'origine de son alimentation. Donc du coup, le lien avec l'autonomie alimentaire, c'est que pour pouvoir être en capacité de faire ce choix, il faut être en capacité d'être autonome si le choix qu'on fait, c'est de se baser uniquement sur sa propre production. La différence avec la sécurité alimentaire, c'est que la sécurité alimentaire, c'est juste une notion d'être en capacité de se procurer son alimentation.
Donc, par exemple, la sécurité alimentaire, si on va dans un extrême, elle peut être basée sur les importations si on a la certitude qu'on est en capacité, d'un point de vue logistique ou économique, de se procurer cette alimentation-là. Donc, c'est vraiment la notion de choix qui est déterminante dans cet aspect de souveraineté alimentaire. Et alors, de quelle souveraineté on doit parler? Est-ce qu'on parle d'une souveraineté nationale? Est-ce qu'on parle d'une souveraineté régionale, européenne? Alors déjà, pour moi, avant de définir l'échelle, il faut être en capacité de se donner les moyens de ses ambitions. Donc par exemple, si on décide que c'est à l'échelle nationale, il faut être capable de payer une alimentation qui vient exclusivement de son propre pays, qui donc est plus chère. Euh, Après, au niveau territorial, pour moi, la souveraineté alimentaire à l'échelle, par exemple, d'une région, c'est pas quelque chose qui a nécessairement du sens parce qu'une région, même si elle a son identité propre, même si elle a ses préférences propres à son identité, elle n'a pas vraiment des choix en matière d'alimentation qui vont être fondamentalement différents du choix du reste de la nation. Et si on raisonne à l'échelle européenne, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut manger français ou est-ce qu'on veut manger européen? Et là-dessus, on n'a pas forcément tous la même idée de l'alimentation en Europe. Par exemple, quand on voit les conditions de production aux Pays-Bas au niveau des vaches laitières, c'est pas la même chose que ce qu'on fait en France. Donc du coup, c'est là-dessus vraiment qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut manger et comment on veut manger. Et c'est ça qui contribue aussi à définir l'échelle. Est-ce que vous rejoignez Alessandra sur ces précisions? J'ai une petite divergence. C'est-à-dire, je considère que les régimes alimentaires sont différents au sein d'une nation, en particulier en France, hein, c'est très marqué. Et je suis plutôt pour une approche partant des territoires, le territoire étant la région, parce que les grandes régions françaises sont suffisamment vastes pour pouvoir produire un panier de biens diversifié. Et donc, moi, j'appliquerai le principe de subsidiarité, c'est-à-dire définir une stratégie alimentaire territoriale et ensuite agréger ces stratégies alimentaires pour en faire une stratégie nationale, évidemment articulée avec le contexte européen. Il me paraît très important de faire des consultations régionales, comme ça a été fait dans un certain nombre de territoires en France, pour savoir quelles sont les aspirations des consommateurs. Alors, gardez la parole, Jean-Louis Rastoin, parce que cette question de souveraineté alimentaire, elle se pose aussi sur d'autres territoires. Et avec votre œil euh, pardon, votre œil un peu plus international, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment cette thématique est vue du côté de nos partenaires en Afrique du Nord, notamment au Maghreb? Oui, il faut rappeler en préambule que souveraineté alimentaire, c'est Via Campesina, une organisation internationale de paysans, et qui a été très médiatisée lors du premier Forum social mondial à Porto Alegre. On a appelé ça le Davos des pauvres. Et c'est quelque chose, à mon avis, de très puissant et qui a été accentué par la crise, comme vous l'avez indiqué. Alors, il faut, pour les pays d'Afrique qui sont lourdement importateurs, il y a nécessité de mettre en place une souveraineté alimentaire parce que ces importations coûtent très cher. Alors, je vais donner juste le cas du Maghreb, hein, 3 pays du Maghreb, 17 milliards de dollars d'importation alimentaire en 2019, plus 17% dans les 10 dernières années. Donc ça pèse très très lourd ces importations. Et puis il y a la crainte séculaire de la pénurie alimentaire, des émeutes de la faim, etc. Une émeute de la faim, ça peut mettre en péril un régime politique. Et donc dans ces pays-là, les filières des produits de base, en particulier le blé, sont administrés par des offices d'importation. Et ces offices, qu'est-ce qu'ils demandent finalement? Ils demandent qu'on leur garantisse leurs approvisionnements en volume, en qualité et en prix. Ce qui est très important pour eux, c'est l'approvisionnement. Et donc les yo-yo sur le marché spot que l'on observe actuellement, pour eux, c'est pas la bonne stratégie. Ils préféreraient des contrats d'approvisionnement pluriannuels dans lesquels on a des fourchettes de volume et des fourchettes de prix, évidemment, et puis ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire des investissements dans les filières locales pour augmenter la production locale. Ça me paraît très important. D'abord, augmenter la production locale. Évidemment, dans le Maghreb, on sera toujours obligé d'importer du blé
mais c'est un complément à la production locale et pas la priorité absolue. Hein. La caricature, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est 1 milliard de dollars rien que pour le blé. Hein, c'est considérable. Je vous posais la question parce que cette notion de souveraineté alimentaire appliquée à la France ou à l'Europe peut parfois venir en compétition avec les marchés export de la France. Et donc la souveraineté alimentaire vue du Maghreb est intéressante pour mesurer un petit peu comment on peut articuler tout ça. Est-ce que je peux compléter sur ce point? Oui, allez-y. Et puis après, on va voir si on a déjà quelques questions du public. Voilà, l'exemple du blé est tout à fait marquant. La France, c'est un exploit, hein, exporte chaque année 4 milliards de dollars, hein, ce sont des dollars. En 2019, c'était 4 milliards de dollars d'exportation que pour le blé. C'est énorme. Je regarde la répartition par pays. Les 5 premiers pays, Algérie, Maroc, Égypte, Côte d'Ivoire et Tunisie, c'est la moitié des 4 milliards. Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup diminué dans les années récentes, moins 29%. Donc là, il y a vraiment un problème de stratégie de positionnement sur nos plus gros marchés. Et la France exporte dans 67 pays. Donc il y a une dispersion. Évidemment, on ne va pas refuser un contrat, mais il y a quand même une dispersion. Alors moi, ce que je préconise, c'est d'aller dans le sens du co-développement que j'ai évoqué tout à l'heure pour fidéliser nos meilleurs clients. On y reviendra dans une deuxième partie de la table ronde où on verra un peu comment les coopératives peuvent aspirer à tout ça. Alors, on a quelques questions dans le public. Jean, on t'écoute. Oui, alors je suis dans la régie. Une première question qui est arrivée à propos de cette échelle pertinente de la souveraineté au niveau de la région à l'Europe, en passant par le national. Donc la question, nos droits commerciaux, le droit de la concurrence étant régis au niveau européen, comment peut-on parler, comment peut-on élaborer une souveraineté alimentaire française tout simplement? Je me tourne avec un droit européen. Alessandra Kirsch. Dès que j'entends Europe. Je crois qu'on va aborder cette question un petit peu plus tard sur, allez-y, hein, sur justement la réglementation européenne. Au niveau souveraineté européenne, il faut déjà qu'on soit d'accord à la fois sur nos standards de production à l'intérieur de l'Europe, mais effectivement qu'on soit en capacité de refuser des importations qui ne correspondent pas à nos modes de production. Donc ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas appliqué. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens se mobilisent à l'heure actuelle, la notion des clauses miroirs, c'est-à-dire d'arriver à taxer ou refuser des importations qui ne respecteraient pas nos standards de production à nous. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Et récemment, on a la Commission européenne qui a communiqué sur la révision de sa politique commerciale, avec explicitement dans le communiqué la possibilité de refuser ou de taxer ces importations pour avoir une préférence, avoir cette souveraineté-là, ce droit de refuser d'avoir sur notre territoire des produits que nous, on ne veut pas, tels qu'on exige de notre agriculture. Donc si ça se faisait, pour l'instant, c'est qu'une communication. Donc à voir ce qui sera mis en œuvre, mais si ça devenait réellement traduit dans des textes, si réellement on se mettait à taxer ou à refuser des importations qui ne correspondent pas à ce que nous, on a décidé qu'on voulait manger, ce serait une vraie révolution et ça aurait un impact sur l'agriculture française et européenne qui serait presque plus important que la PAC au final. Jean-Louis, vous avez un complément à la question du téléspectateur? Je crois que là, il y a une opportunité exceptionnelle qui a été d'ailleurs accélérée par la crise sanitaire. C'est que l'Europe peut constituer un laboratoire au niveau mondial pour changer les règles du jeu, qui sont des règles qui ne sont pas du tout conformes à la transition socio-écologique. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les règlements OMC, il n'y a que le prix qui compte, hein, et il n'y a pas de clause environnementale ni de clause sociale, dumping social, etc. Donc l'Europe, alors ça suppose évidemment une cohésion européenne. Il faudrait arriver à une cohésion, comme on est en train d'y arriver aujourd'hui pour l'évasion fiscale. Et là, c'est beaucoup plus que l'Europe qui se met d'accord. Hein. Et donc, je pense qu'au niveau de l'Europe, on peut faire un laboratoire formidable et qui va dans le sens de la demande sociale aussi. Hein. C'est très important. Demain, on ne pourra plus vendre de produits. Enfin, quand je dis demain, je me projette à une génération. Hein. On ne pourra plus vendre des produits qui polluent
et qui sont faits avec du dumping social. Ce sera plus possible. Donc il faut que progressivement on aille vers là, et l'Europe pourrait être le phare du monde, ce serait formidable. Merci. On a une deuxième question. Il y a une observation d'ailleurs avant. L'avantage de la mondialisation, c'est bien de limiter l'impact des aléas climatiques à grande échelle, donc de lisser une production quelque part. Il y a un approvisionnement, mais ça a le gros inconvénient de mondialiser les prix. Voilà, ça, c'était la remarque d'un administrateur. Et j'ai une question qui arrive du président de la FRSEA. Qui rebondit sur la question du spectre de la pénurie alimentaire au niveau du Maghreb. Et si, en Europe, est-on vraiment à l'abri, pas aujourd'hui évidemment, mais à moyen terme, d'une pénurie alimentaire chez nous en Europe? Comme vous l'avez dit, on est encore agro-exportateur sur un certain nombre de produits, pas sur tous. En ce qui concerne les céréales, au niveau de l'Europe, de mémoire, je crois que c'est à hauteur de 1 milliard de solde excédentaire au niveau des céréales. Donc il y a à la fois ce mythe de l'Europe nourrit le monde à 1 milliard de céréales. Je ne suis pas sûre qu'on nourrisse réellement le monde. Mais par contre, je pense qu'on est quand même capable de se nourrir encore nous-mêmes si le besoin s'en faisait sentir. Sur tous les types de produits? J'ai pas dit sur tous, j'ai dit sur un certain nombre de produits. C'est sûr qu'on peut vivre en mangeant que des céréales, mais... On peut vivre en mangeant que des céréales. Après, on peut aussi réorienter nos productions sur un certain nombre de points. Et il y a la fameuse idée de changer certains régimes alimentaires. Donc, il y en a qui vont dans des extrêmes avec arrêter la viande, etc. Sans aller jusque-là du tout, il y a quand même des possibilités de modifier à la marge nos régimes et de privilégier nos productions, c'est-à-dire de manger, par exemple, effectivement un petit peu moins de viande, mais de manger de la viande qui vient de chez nous et pas d'ailleurs. On est déjà un petit peu rentré dans les solutions, Jean-Louis? Oui, je pense que nous avons en Europe le potentiel agroclimatique, même avec le changement climatique, pour nourrir toute la population. Alors il y a la question du régime qui vient d'être expliquée, et puis il y a aussi la question de la diversification des produits qui va avec l'agroécologie. C'est-à-dire, vous pouvez préciser là ce que vous entendez là par diversification des produits? Eh bien, on va passer de la monoculture, l'hyperspécialisation par culture, à la combinaison entre agriculture, élevage et forêt. C'est ça l'agroécologie. Hein. Et ça permet, bon, en plus de faire des économies sur les intrants chimiques, etc. Ça, c'est une révolution technique qui est en marche et qu'il faut accélérer par des investissements massifs dans l'innovation, évidemment. Hein. Jean, on a terminé ou vous en avez encore une? J'ai une autre question qui tourne autour de cette peut-être ce paradoxe. Hein. Comment concilier la souveraineté alimentaire chez nous avec donc les besoins d'exportation par l'explosion démographique, le manque de capacité de production dans certains pays et par-dessus ça l'évolution climatique? Et on est en plein cœur du sujet. Je pense qu'on y répondra peut-être un peu par la suite. Mais oui, on va avancer un peu dessus. On peut en dire un mot tout de suite. Hein. Simplement, sur cette explosion démographique et cette peur de ne pas arriver à nourrir le monde avec les projections FAO, etc., il faut rappeler que si vous regardez les données de la FAO au niveau mondial, on est déjà dans une tendance à la surproduction depuis déjà 10 ans. C'est-à-dire que depuis déjà 10 ans, on produit plus que ce qu'on consomme. On a un ratio, si vous regardez les chiffres, qui est déjà au-delà depuis un certain nombre d'années. Et les dernières projections de la FAO disent que on ne va pas inverser cette tendance-là. Donc la peur de manquer, ce spectre-là, personnellement, je pense que c'est plutôt une question de répartition des ressources, de limitation du gaspillage. C'est plus ça les enjeux que de dire qu'il faut nécessairement produire plus pour nourrir cette augmentation de la population. Et d'accès économique aux denrées alimentaires. Jean-Louis Rastoin, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandra. Moi, je vais raisonner en termes de disponibilité alimentaire par tête ou consommation apparente. On est aujourd'hui en moyenne mondiale à 2800 kilocalories par tête et par jour. Et les nutritionnistes vous disent, avec 2000 ou 2200, ça suffit largement. Donc il y a vraiment un état de surproduction. Le problème, c'est la répartition qui est très inégale au plan mondial et dans les pays aussi. Parce que dans les pays, en France, vous avez 8 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire. Donc on a un gros problème. Il faut avancer dans la lutte contre les inégalités, c'est très important. Et j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, priorité absolue
au développement de la production locale dans tous les pays du monde, notamment dans les pays du Sud. Je complète parce que évidemment il y aura toujours du commerce, il ne faut pas se désespérer. En France, on va toujours continuer à consommer du café, du thé, des mangues, etc. Donc, et en plus, il y a comment dirais-je, un devoir de solidarité internationale. Le monde ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas des échanges commerciaux. Mais ils vont probablement se contracter et cibler certains produits complémentaires entre les régions du monde. Allez, on garde un angle un peu européen. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle doit jouer la future PAC dans cette quête de souveraineté alimentaire? Alors, au niveau de la PAC, le rôle de la PAC, c'est principalement les incitations à la production. Donc, sur la souveraineté alimentaire, la PAC, elle joue ce rôle-là en ciblant certaines productions qui lui paraissent déficitaires. Donc, par exemple, si on cible les protéagineux répondent très bien aux incitations de la PAC parce qu'on a des rendements, on a des prix qui, sinon, ne sont pas du tout intéressants économiquement. Mais du coup, la PAC, elle a tout un rôle à jouer aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la protection du marché. On a parlé de la pandémie, etc. Mais aujourd'hui, on ne parle toujours pas de refaire des stocks. On a eu peur de manquer d'alimentation, mais les stocks, par exemple, ça reste une question qui reste taboue. Donc la PAC, elle pourrait jouer des rôles qu'elle ne joue pas actuellement. On ne sait pas si elle viendra à les jouer. Mais par exemple, sur l'histoire des mesures miroirs, il y a des volontés de la part du Parlement européen de mettre en place des articles comme ça. Il faudrait que la PAC, elle aille sur ce terrain-là, et il faudrait aussi que la PAC, elle aille sur une uniformisation des conditions de production. Aujourd'hui, quand vous prenez les règlements européens, quand vous prenez par exemple le verdissement, que vous prenez les BCAE, elles sont soi-disant les mêmes pour tous, mais dans les faits, il y a une telle marge de manœuvre qui est laissée aux États membres que l'application des règles, elle se fait de façon extrêmement différente d'un pays à l'autre. Donc déjà, il y aurait un besoin de remettre un cadre commun dans la PAC, ce vers quoi malheureusement on ne va pas du tout. Les plans stratégiques nationaux qui sont en train de se décider, c'est encore de la subsidiarité accrue, donc c'est encore une forme de concurrence inégale entre les pays. Il faudrait qu'on aille vers un peu plus de commun dans la PAC, et ça malheureusement, c'est pas gagné. On n'en prend pas le chemin a priori. Jean-Louis, vous voulez compléter sur cette question? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que puisqu'on parle d'alimentation, on reste dans la PAC, la politique agricole commune, c'est-à-dire que le volet alimentaire de cette PAC est inexistant. Donc on est un certain nombre à militer pour la PAC avec 2A. Ça me paraît important. Il faut espérer que la révision à mi-parcours en 2025 de l'actuelle PAC, parce que les dés sont jetés maintenant, puisse transformer ça en PAAC. Et puis pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandra, c'est vrai qu'il y a une bureaucratie épouvantable. C'est-à-dire que le temps passé par les agriculteurs pour remplir les formulaires, c'est quelque chose de dément. Donc il faut vraiment simplifier beaucoup l'aspect administratif de la PAC. Et dernière remarque que je ferai, c'est qu'il y a plutôt des obligations de moyens que de résultats dans la PAC, de la part des agriculteurs. Donc il faudrait mettre en place une batterie d'indicateurs concernant les résultats, et pour cela, avoir des observatoires. Les données sur l'impact des mesures agri-environnementales, notamment, sont tout à fait insuffisantes. Et là, le numérique peut beaucoup nous aider. Juste pour compléter, si je peux. Allez-y. Sur les indicateurs de résultats, c'est toujours beaucoup plus compliqué que des indicateurs de moyens, parce que par exemple, si on prend des indicateurs de résultats sur des masses d'eau, c'est tellement plurifactoriel et ça met tellement longtemps à réagir. Aujourd'hui, on retrouve encore de l'atrazine. L'atrazine, c'est une molécule qui a été interdite il y a plusieurs dizaines d'années, si je ne me dis pas de bêtises. On en retrouve encore dans les masses d'eau. Donc c'est ça qui est extrêmement difficile sur les indicateurs de résultats, c'est d'arriver à voir à quel point l'agriculteur a fait des efforts et qu'est-ce qui a payé ou non. C'est pour ça qu'on mobilise beaucoup des indicateurs de moyens. Et il faut aussi rappeler que plus c'est précis, plus c'est complexe. Les indicateurs de résultats à évaluer, vous parliez de simplification administrative, c'est l'opposé de la simplification administrative. Donc du coup, il faut arriver à ménager la chèvre et le chou. Et un dernier point, la simplification. Pour avoir une simplification, il faut avoir déjà des règles qui soient très communes. Et comme on l'a dit, on est 28. C'est beaucoup plus compliqué de se mettre d'accord à 28 qu'à 15. Enfin, 27 maintenant, c'est vrai, pardon. On est 27 et à 27, se mettre d'accord, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de subsidiarité pour arriver à enfin parvenir à des compromis. Quand on voit le temps
qu'on met à décider une PAC. C'est pour ça qu'on arrive à des règles qui ne sont plus du tout les mêmes dans chaque pays. C'est parce que c'est le seul moyen d'arriver à satisfaire tout le monde et arriver à signer à la fin. Alors, la France met aussi un peu de temps. Elle a annoncé un plan protéines avec une ambition d'atteindre l'indépendance en protéines pour l'alimentation animale et humaine. Pour l'instant, c'est que des annonces. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait arriver à faire avancer un tel plan quand on regarde aussi le carcan des règles du marché du commerce mondial et les règles européennes? Alors, au niveau du carcan du commerce mondial, ça c'est un vaste débat parce qu'à chaque fois on dit oui, mais on a les accords de Blair House qui ont été signés qui ont été mis en œuvre en 94 et qui disent qu'on n'a pas le droit de développer notre superficie et que c'est à cause de ça qu'on est limité au niveau indépendance protéique. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les accords de Blair House, déjà, c'est uniquement les oléoprotéagineux, enfin les oléagineux, pardon, c'est-à-dire colza, tournesol, soja. En France, on est limité à hauteur de 1,5 million d'hectares depuis 1994. Et au-delà de ces 1,5 million d'hectares, le soutien couplé à ces productions doit diminuer. Diminuer, pas être supprimé. Sauf que dans les faits, si vous regardez les courbes des surfaces, elles n'ont jamais diminué depuis 1994. Elles ont même augmenté. Donc, c'est-à-dire que là, si on regarde la moyenne 2015-2019, je parle en moyenne parce qu'en année, ça n'a pas trop de sens, mais on est en moyenne à 2 160 000. Donc ce plafond-là de 1,5 million d'hectares, on l'a déjà largement dépassé. Donc au final, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que ces accords-là, ils ont aussi supprimé les droits de douane et ils ont rendu économiquement le soja très intéressant. Donc du coup, on a basé tout notre élevage là-dessus, sur ce fameux modèle maïs-soja, parce que c'était économiquement ce qui était rationnel. Les agriculteurs, leur but, c'est quand même de gagner leur vie, de gagner de l'argent. Ils ont baser leur modèle sur quelque chose qui était rentable. Donc aujourd'hui, si on veut sortir de ça, il faut arriver à développer des nouveaux modèles qui soient basés sur l'herbe, qui soient basés sur d'autres sources de protéagineux. Et ça va prendre du temps parce que les agriculteurs, ils maîtrisent le modèle maïs-soja, ils savent faire. Aller vers quelque chose de nouveau, c'est toujours compliqué, surtout quand les trésoreries, elles sont à sec. Donc il faut vraiment un accompagnement vers des nouveaux modèles. Et ça va être un accompagnement qui soit à la fois technique, apprendre, s'approprier ces méthodes, et aussi financier. Il y a une prise de risque. Quand on n'a pas de trésorerie, prendre un risque pour essayer quelque chose de nouveau, c'est toujours extrêmement compliqué. On a parlé d'assurance à la prise de risque au niveau des phytos, ça peut être développé dans plein de systèmes, de dire si vous faites ça, si vous essayez ça, on sera là si ça ne marche pas. On va vous accompagner vers ça. Et un autre point qui est important, c'est qu'il faut une cohérence politique. On voit que les protéagineux, ils répondent bien aux incitations politiques. Donc, par exemple, quand on a mis en place des SIE avec la possibilité d'intégrer des légumineuses là-dedans, c'est une excellente idée. Mais quand 2 années plus tard, on vous dit vous mettez plus de pesticides sur les protéagineux, sur les SIE, les pois protéagineux sans pesticides, on a du mal à les faire. Donc, forcément, les surfaces, elles redégringolent. Il faut quelque chose qui soit cohérent sur la durée, sur les objectifs, même si le principe de ne pas mettre de pesticides sur des SIE, ça paraît intéressant d'un point de vue bruxellois. Il faut garder une cohérence d'un point de vue de ce qui peut se faire au niveau technique sur le terrain. Et enfin, le dernier point, c'est que si on veut une indépendance protéine, il faut être aussi prêt à mettre des débouchés en face. C'est bien d'avoir des incitations à la production, ça marche bien, mais si l'agriculteur, il n'a personne à qui vendre sa luzerne, l'année d'après, il ne fait pas de luzerne, ce qui est logique. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place. On a vu des contrats signés entre céréaliers et éleveurs pour que le céréalier fasse de la luzerne et la vende à l'éleveur. C'est bien, mais il faut aller jusqu'au bout et s'assurer que la prime, elle est partagée au niveau du contrat de vente derrière. Il faut qu'il y ait des débouchés pour du lait qui est produit avec des protéines nationales. Il faut arriver à le valoriser via les débouchés. Donc je sais qu'il y a une initiative de Sodial sur du lait qui est fait avec des protéines françaises. C'est des choses comme ça vers lesquelles il faut aller, mais il faut arriver à les rémunérer, à montrer que ça a un coût de production plus élevé qu'on doit rémunérer, puisque c'est ça qu'on veut. On va justement aller creuser un peu cette direction là sur le rôle que peuvent avoir les coopératives pour structurer des nouvelles filières et mettre en place des débouchés. Et avant, on va aller faire un petit tour du côté de la régie pour des questions. Merci Camille. Il y a pas mal de questions, donc peut-être qu'on ne pourra pas les prendre toutes, mais je vais vous en envoyer plusieurs qui sont plutôt adressées à Jean-Louis ou plutôt à Alessandra. Sur la question de la production qui reste toujours excédentaire malgré l'augmentation des besoins avec la démographie. Plusieurs questions à ce niveau-là.
pensez-vous que le projet de politique de soutien à la consommation au niveau de l'Union européenne est pertinent? C'est une question sur la production. Il y a une inquiétude sur la perte de qualité alimentaire sans chimie. On a parlé beaucoup de production. À l'instant, vous avez parlé de certaines impasses. Donc, peut-on assurer demain une qualité alimentaire demandée par les cahiers des charges sans la chimie? Une question précise pour Jean-Louis Rastoin concernant la PAC avec 2C. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la PAC actuelle, la politique agricole commune, et la politique agricole et alimentaire commune? Voilà. Et puis enfin, j'ai une question importante sur le renouvellement des générations d'agriculteurs. Est-ce que la transition agroécologique va passer par une installation massive, qui serait massive, de nouveaux agriculteurs? On pourrait faire une conférence là-dessus complète. Alors, Jean-Louis, on va répondre sur la PAC. Est-ce que vous pouvez amener des précisions là? Est-ce que je peux dire un mot sur l'aide alimentaire? Parce que oui, bien sûr, mais on va les repasser en ordre. Bon, je réponds sur la PAC. Sur la PAC. Oui, ce que nous mangeons, ça résulte d'un système alimentaire ou de filière. C'est-à-dire, certes, l'agriculture est au cœur de la filière parce que elle produit les matières premières nécessaires. Mais si vous regardez un pays comme la France, presque 90% des matières premières agricoles, avant d'arriver dans nos assiettes ou nos verres, sont passées par l'industrie agroalimentaire. Donc on ne peut pas focaliser une politique uniquement sur l'agriculture. Il faut aussi, et là dans la future PAC avec 2A, il faut absolument que l'agroalimentaire et même la logistique de distribution soient prises en compte dans cette nouvelle politique agricole commune. Et puis avec des critères qui sont très peu présents. Bon, dans la stratégie européenne là, du pacte vert de la ferme à la table, on évoque la question de la santé par l'alimentation, etc. Il faut absolument accélérer cette tendance de prise en compte de la santé. Sur la première question qu'on a eue, le soutien à la production. Ah oui, bien sûr, parce que là, pour une fois, il faut s'inspirer de ce que font nos amis américains. Les Américains, c'est 90 milliards de dollars dans le programme Food Stamps, c'est-à-dire le programme des chèques alimentaires que l'on donne aux citoyens américains pour pouvoir se nourrir correctement. Ça concerne 40 millions d'Américains. Et là, on fait jouer la préférence territoriale, c'est-à-dire que les chèques sont ciblés sur les produits made in USA. Donc voilà, l'Union européenne est complètement absente de ce genre de choses. Au contraire, il y a quelques années, on a diminué l'aide alimentaire et puis c'est un montage extrêmement compliqué qui ne convient pas aux associations qui travaillent sur la précarité alimentaire. Alexandra, sur la question de la qualité alimentaire sans chimie et la question au regard de la souveraineté alimentaire, est-ce que l'inquiétude sous-jacente de cette question, vous la prenez comment? Comment on peut y répondre? En fait, on a eu l'habitude, et ça fait des années, de remplacer de l'agronomie par de la chimie. On avait un problème, on avait une molécule, on avait une solution. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre, qui a été enseigné via l'enseignement technique. C'est comme ça qu'on a résolu tous nos problèmes. On sait faire, grâce à la chimie, on en a mis partout. Aujourd'hui, la chimie, manifestement, le consommateur en veut de moins en moins. Donc il faut faire le chemin inverse et retourner vers de l'agronomie. Mais ça, c'est des choses qui prennent extrêmement de temps. Quand on met en place des rotations, vraiment dans une démarche agroécologique qui veut se passer de chimie, c'est des rotations sur 10 ans. Ça veut dire qu'il faut 10 ans pour voir le résultat de la rotation. C'est extrêmement long. Et du coup, ça nécessite un accompagnement extrêmement poussé parce que c'est réapprendre complètement le métier d'agriculteur. Et c'est extrêmement anxiogène. Quand vous connaissez votre métier, que vous savez le faire d'une certaine façon, on vous demande demain de le faire d'une autre façon, c'est réapprendre complètement tout ce qu'on a fait, tout ce que ses parents ont fait. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et encore plus, je le répète, quand on est dans des périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui, où depuis quelques années, les agriculteurs enchaînent catastrophe sur catastrophe, il n'y a pas de trésorerie. Quand il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de marge d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment accompagner, mais je pense que c'est possible. Mais là où encore, la difficulté supplémentaire, c'est que la chimie, c'est un modèle qui est général, qui s'applique partout. Une molécule qui est efficace contre un pathogène, elle est efficace partout. Par contre, l'agronomie, le système qui va marcher chez un tel, sur telle parcelle, il ne va pas forcément marcher chez un tel. Donc c'est une recette qui est complètement adaptée à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de la parcelle.
Donc c'est pour ça que c'est long. Et il faut aussi que les pouvoirs publics prennent conscience que les changements qu'on demande, il faut les faire sur la durée et pas brutalement. Par exemple, on veut une indépendance protéique, on veut éventuellement faire du colza pour du biodiesel. On a supprimé les néonicotinoïdes, on va vers une suppression du phosphate. C'est des choses, on ne peut pas dire du jour au lendemain, ça c'est fini, vous faites autrement. Il faut apprendre progressivement à faire autre chose, accompagner ce changement-là via les solutions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement technique, le partage d'expériences, s'il y a des choses qui sont bien au niveau des GI2E, des choses comme ça qui permettent justement de mutualiser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'avancer ensemble vers ces solutions-là. Merci. On a beaucoup parlé des différentes institutions européennes, l'État. J'aimerais qu'on parle un petit peu des acteurs agricoles que sont les coopératives agricoles et de leur rôle dans cette reconquête de la souveraineté alimentaire. Alors, Jean-Louis, comment les coopératives peuvent se positionner pour à la fois profiter de la priorité donnée à l'agriculture locale, comme on le voit, poussée par des discours, par les consommateurs, tout en maintenant les capacités de conquérir des marchés à l'export? Enfin, je voudrais d'abord dire que le virage de la transition, il est très très important. Et aujourd'hui, il est popularisé par le concept une seule santé. C'est ça qui doit nous guider. La vision du futur, c'est une seule santé. La santé de l'homme d'abord, santé biologique et psychologique. La santé animale, deuxièmement, on a des problèmes de zoonose qui vont se multiplier, et puis le bien-être animal. Et la santé de la planète, c'est tout le végétal. Et donc il y a là-dedans, il y a l'agroécologie, mais il y a aussi les forêts, etc. Donc si on a cette vision, on peut définir de nouvelles stratégies. C'est-à-dire que les produits vont changer en fonction de cet objectif une seule santé. Alors on devrait passer d'une stratégie basée sur la compétitivité par les coûts ou par les prix, c'est-à-dire les volumes, les économies d'échelle qui permettent de réduire les coûts unitaires, à une stratégie dite de différenciation par la qualité. C'est très important. Je voudrais rappeler ici un rapport de Louis Gallois, qui a été PDG de la SNCF, d'Aérospatiale, etc. Lorsqu'il était commissaire général à l'investissement, il a fait un rapport pour François Hollande en 2012, qui s'appelle « Pacte pour la compétitivité française ». Et le premier chapitre s'appelle « Une ambition industrielle », il aurait pu dire agricole, la montée en gamme. Je pense qu'il faut vraiment aller vers la différenciation qualitative. Et évidemment, pour les coopératives, je pense que c'est à la limite plus facile que pour une entreprise lambda, une entreprise par action, etc. Parce qu'il y a moins cette pression actionnariale. Aujourd'hui, on est dans un monde où la gouvernance est faite par des fonds d'investissement, du fait de la financiarisation. Et les libertés, on l'a vu avec l'affaire Danone récemment, les entreprises cotées sont sous la main de ces fonds d'investissement. Et alors que les coopératives sont plus libres de définir des stratégies dans le sens que j'ai indiqué. Mais donc, vous les invitez à travailler à la fois sur le long terme, puisqu'une stratégie comme ça, on ne la définit pas pour les 2 ans, on la définit pour les 10, 15, 20 ans à venir, et à travailler avec cette vision d'une seule santé. Oui, tout à fait. Bon, stratégie sur 2 ans, c'est un oxymore. La stratégie, par définition, c'est le moyen et le long terme. Combien de plans stratégiques donnent les 3 prochaines années? Oui, mais ce sont des faux plans stratégiques, ce sont des tactiques. Alexandra l'a bien mentionné, il faudra 10 ans, je pense 10 ans. D'ailleurs, c'est lors de la dernière révolution agricole, dans les années 50 en France, la mécanisation, ça a pris une dizaine ou une quinzaine d'années. Il y avait 3 millions de chevaux et de bœufs de labour en 1950 en France. Et puis 15 ans après, c'était fini. Il n'y avait que du tracteur. Là, il faut avoir cette même ambition pour remplacer un modèle agro-industriel. Alors je dois dire qu'il ne faut pas jeter la pierre au modèle agro-industriel. Il a permis de grandes avancées et en particulier de réfuter la théorie malthusienne qui dit la population se développe plus vite que la production alimentaire. C'est faux, on a donné les chiffres avec Alexandra. Donc ça, c'est très important. Il faut aller avec cette vision du futur que vous avez. Donc une seule santé. Et puis derrière, l'économie sociale et solidaire
qui est un atout fantastique aussi. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Je me tourne vers vous, Alessandra. On peut avancer comment dans cette direction pour que les acteurs que sont les coopératives agricoles puissent se saisir de ces opportunités offertes par la souveraineté alimentaire? Il y a une crainte d'un point de vue des coopératives de la perte des marchés d'export qui est assez forte. Il faut, à mon sens, rappeler que le premier rôle d'une coopérative, c'est assurer les débouchés. Donc, au final, la conquête des marchés d'export, elle n'a de sens que si ce sont des marchés qui sont rémunérateurs. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de céréales parce que vendre du blé au Maghreb, c'est rémunérateur, c'est rentable. Mais si demain, vendre du blé sous label HVE, ça devient plus rémunérateur. Si demain, vendre du colza qui est sous label bas carbone, c'est plus rémunérateur. Si demain, on développe les protéagineux pour la consommation humaine et que c'est plus rémunérateur, au final, est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt à courir après ces marchés d'export si ces marchés deviennent moins rémunérateurs que ce qu'on peut faire sur le territoire? Pour moi, c'est plutôt la question de qu'est-ce qui est plus intéressant économiquement et qu'est-ce qui est plus rémunérateur. Il faut vraiment sortir de ce mythe de la vocation exportatrice. Il faut aller sur des marchés où on est compétitif. Et là où on est compétitif, c'est sur la qualité, parce que ça, on sait bien le faire. Et alors justement, comment on construit ces nouveaux débouchés? Est-ce que c'est par la structuration de filières? Est-ce que c'est par le travail avec des acteurs locaux, des collectivités locales? Comment on avance concrètement? Pour moi, le vrai job, c'est d'arriver à démontrer cette qualité qui n'est pas forcément reconnue par le consommateur, qui n'a pas forcément une notion de pourquoi ce qu'on fait nous, c'est mieux, en fait. Et du coup, pour moi, il y a un vrai travail de communication, d'expliquer ce qu'on fait en France, d'expliquer comment on le fait et d'expliquer pourquoi effectivement il y a une légitimité à payer plus cher ces produits-là et à préférer ces produits-là. Si vous prenez l'exemple du bio, on voit un vrai essor au niveau du bio. Pourquoi le consommateur il est prêt à payer plus cher pour du bio? Parce qu'il a bien compris. C'est simple, le bio, il n'y a pas de pesticides. C'est très simple, c'est très lisible, c'est très clair. Donc ça, le consommateur, il a montré qu'il voulait bien payer plus pour ce produit-là parce qu'il a compris ce que c'était que ce produit-là. Du coup, pour moi, il y a vraiment un enjeu à aller chercher des débouchés en expliquant, voilà, on vous propose ce produit-là qui a ces caractéristiques-là, qui a ces intérêts-là, et c'est pour ça que vous devez être prêt à le payer un petit peu plus cher parce qu'à la fin, vous avez ces conséquences-là. C'est vraiment cette recherche de débouchés-là, elle passe pour moi par la promotion du produit, l'explication, la pédagogie de pourquoi c'est différent en France de ce qu'on fait ailleurs et pourquoi c'est intéressant d'aller sur ces marchés-là. Il y a des initiatives locales, on voit qu'il y a des marchés publics qui préfèrent du local. Il faut aller dans ce sens-là, c'est des petits pas. Il y a le développement de légumeries par des collectivités qui permettent de valoriser ce qui est produit autour de la ville, etc. C'est des petits pas, mais ça va dans ce sens-là si les gens comprennent ce qu'ils achètent en fait. En préparant cette table ronde, vous m'aviez dit la clé pour les coopératives, c'est d'aller chercher des nouveaux marchés en posant des cahiers des charges forts. Est-ce que vous avez des exemples de choses qui se font déjà ou des directions? Vous avez évoqué Sodial tout à l'heure. Voilà, il y a cette histoire de faire du lait qui sera fait avec des protéines françaises. On a en Côte d'Or, par exemple, un lait qui se produit avec un peu plus de luzerne, qui essaye d'être valorisé. Il y en a plein des initiatives qui fleurissent. Vous prenez la marque C'est qui le patron? Il y a quelques années, ça n'existait pas. Aujourd'hui, elle a fait des émules. Il y a des sous-marques de distributeurs qui vont vers ces initiatives-là où voilà, vous payez un produit un peu plus cher, vous savez combien vous rémunérez le producteur, vous savez que les vaches, elles vont à l'herbe. Vous savez un certain nombre de choses. Le consommateur, il s'intéresse de plus en plus à l'agriculture. Il faut lui donner des éléments de compréhension simples. Les vaches, elles vont dehors. Il n'y a pas de soja OGM. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer de la valeur et avoir un consommateur qui augmente un petit peu le consentement à payer. Il faut rappeler que la part de l'alimentation dans le budget des ménages, elle est en baisse constante. Le consommateur, il s'en rend absolument pas compte parce que lui, quand il fait ses courses, il a l'impression de payer toujours plus cher. Mais les seuls effets, c'est ceux de l'inflation parce que les prix à la consommation, ils sont complètement déconnectés des prix à la production. Donc du coup, la part de ce qu'il met dans son alimentation par rapport à ce qu'il gagne, elle est de plus en plus faible. Et au final, les pouvoirs publics, ils n'incitent pas vraiment à ce que ça change parce qu'ils ont plus intérêt à ce que le consommateur il achète d'autres biens, d'autres services. Mais on peut se demander quand même si ça a du sens qu'un consommateur il achète des produits électroménagers. On ne parlera pas d'un certain robot. Mais
il va acheter ça et derrière, il va mettre n'importe quoi dedans. Ça n'a aucun sens. Il faut rééduquer le consommateur vers les fondamentaux. Jean-Louis, pareil, en préparant cette table ronde, vous m'aviez évoqué que la Covid avait provoqué des nombreuses évolutions de consommation et Ouais. de cuisine, etc. Et que vous pensiez vraiment qu'il y avait des choses qui allaient s'ancrer. Oui. Ça rejoint un petit peu ce que disait Alessandra. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez développer cette idée? Pour vous, quelles sont les grandes tendances qui vont rester suite à cette pandémie et ces changements d'habitude? Le consommateur va de plus en plus exiger trois qualités au produit, hein. Il y a la qualité nutritionnelle, comme ça vient d'être dit, elle est souvent imparfaite, hein. Deuxièmement, il y a la qualité sensorielle. Là aussi, dans l'époque d'industrialisation, on a privilégié l'apparence et la couleur des produits et leur résistance à la conservation, hein, la longueur de conservation, et pas le goût. Donc il y a une restauration du goût. Et puis enfin, il y a la qualité culturelle et patrimoniale, hein. Donc, moi, je dis que dans les stratégies gagnantes du futur, il y a la prise en compte de ces trois attributs, mais il y a la prise en compte aussi de la demande de traçabilité des produits. Et c'est là que l'ancrage territorial, la question de l'autonomie alimentaire prend tout son sens, hein. Et la troisième composante, c'est la triple proximité, hein, c'est-à-dire, on a déjà évoqué dans l'agroécologie, agriculture, élevage, forêt, mais il y a aussi la proximité entre la production agricole, la transformation. Aujourd'hui, les matières premières font des distances très très longues, avec des pertes de qualité, hein. Et puis la troisième proximité, c'est entre le produit alimentaire et le consommateur, d'où la vogue des circuits courts. Et enfin, la dernière chose qu'il faut indiquer, c'est le modèle de gouvernance. Et là, on va en arriver aux coopératives. Il y a une très forte demande sociale sur plus de participation des différentes parties prenantes de l'entreprise. L'entreprise, c'est une organisation sociale. Alors, lorsque c'est une entreprise sur le marché boursier, il y a les actionnaires, mais il y a partout, il y a les salariés aussi, il y a les clients, etc. Ça forme une communauté, et c'est sur cet aspect qu'il faut insister. Et je voudrais également mentionner l'importance des labels officiels, les SIQO, comme on dit en France, signes officiels de qualité. C'est un facteur de rassurance pour le consommateur. Et le consommateur est très demandeur. Le succès du bio a été mentionné. Il y a un très gros succès aussi des indications géographiques. Et il y a depuis peu le succès du Nutri-Score. Tout ça, ce sont des labels officiels. Donc quand on évoque HVE, bon, le problème, c'est la compréhension par le consommateur qui n'est pas très facile. Mais je suppose que les communicants vont trouver un bon logo pour ce label et puis faire qu'il soit connu, hein. Donc, pensons à cette stratégie gagnante par ce que j'appelle le carré stratégique, les quatre qualités, proximité, solidarité et enfin ancrage territorial. Et dans ce nouveau modèle, comment les coopératives peuvent construire la rémunération de leurs adhérents? Est-ce qu'on peut imaginer des modèles hybrides qui mêleraient marché, services environnementaux, argent Absolument. public? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des exemples Oui, d'expérimentation là-dessus? Oui, l'entreprise agricole du futur. D'ailleurs, moi, je parle maintenant plutôt d'entreprise rurale du futur. Là, je suis au niveau de l'agriculteur, hein. Il est évident que les organisations collectives, pour créer un pouvoir sur le marché, sont absolument indispensables, donc les coopératives. Mais pour l'agriculteur, son entreprise va se transformer grâce à la bioéconomie circulaire. C'est-à-dire qu'il va continuer à faire des matières premières pour l'alimentation, avec la qualité, etc., ce qu'on expliquait. Deuxièmement, les biomolécules de substitution au carbone fossile, à la chimie de synthèse. Déjà, dans l'industrie cosmétique, pratiquement toutes les molécules sont d'origine naturelle, originaires de la biomasse, et on ne met plus de modules de synthèse. Et dans cette entreprise du futur, il y a la production d'énergie. Là, on voit le développement du méthane, mais on peut faire du solaire, on peut faire beaucoup d'autres choses aussi en énergie renouvelable dans les campagnes. Et troisième chose qui me paraît très importante, on va aussi vers les services. Alors les services écosystémiques, on les a mentionnés, ils vont être rémunérés par la PAC, mais il y a aussi l'écotourisme. Le tourisme de masse se heurte à un mur aujourd'hui. Et donc les mutations à attendre, c'est l'écotourisme et notamment le tourisme rural,
le tourisme où on va manger les produits locaux dans les fermes et où on dort dans les gîtes. Ça, c'est une source de revenus. Donc on va diversifier, hein, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs il y a quelques années dans une des lois agricoles, l'entreprise agricole multifonctionnelle. C'est ça l'avenir, parce qu'il faut absolument consolider les revenus, sinon il n'y aura plus d'agriculture. Sinon on va avoir le scénario dramatique qu'on nous présente, c'est-à-dire en 2050, 50 000 agriculteurs en France. C'est inacceptable pour des raisons sociales qu'on n'a pas évoquées. Mais peut-être qu'on y viendra, c'est l'emploi. Quand on suit le modèle dressé par Jean-Louis Rastoin, là, on s'aperçoit que les agriculteurs ont besoin d'un accompagnement très fort, puisque là, on leur demande d'incarner à la fois des producteurs de denrées alimentaires, des hôtes de touristes, des producteurs de molécules biochimiques. Enfin, déjà qu'ils avaient plusieurs casquettes, il va leur en pousser quelques-unes supplémentaires. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accompagnement et la formation prend encore plus de force là-dessus. Comment on fait concrètement et est-ce que les coopératives peuvent jouer un rôle là-dessus? Alors, quand vous parlez de casquettes, de multicasquettes, par exemple, Jean-Louis en a parlé tout à l'heure, on a vu un gros développement aussi des circuits courts avec le confinement. On a vu un engouement des Français. Il faut rappeler plusieurs choses là-dessus. Déjà, cet engouement, il concerne une partie quand même qui est mineure de la population. Et si vous regardez les chiffres d'Agreste qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur le commerce de 2020, vous prenez le niveau des importations de 2020, on s'attendait à ce que ça diminue, notamment sur les importations de viande bovine, de viande de volaille, de viande porcine, puisqu'on dit toujours que c'est la faute de la restauration hors domicile qui consomme beaucoup de ce côté-là. Vous prenez les chiffres, le niveau des importations de 2020 par rapport à 2019, la diminution elle est de 2%. C'est ridicule. Et sur les secteurs viande bovine, viande porcine, viande de volaille, c'est quasiment les mêmes chiffres. Il y a très peu d'évolution. On en a importé un tout petit peu moins. On a importé davantage d'oléoprotéagineux. On a importé davantage de légumes. On a importé davantage de fruits. Donc du coup, cette tendance qu'on a cru voir vers la relocalisation de l'alimentation, il faut rappeler qu'elle reste marginale. Et au niveau des circuits courts et encore plus de la vente directe, quand on a un agriculteur qui se lance là-dedans, il faut comprendre qu'il apprend encore des nouveaux métiers. Il devient commercial, il devient vendeur, il devient des fois webmaster, il fait des kilomètres avec sa camionnette pour aller à la rencontre du consommateur. Et tout ça, ça génère un temps de travail énorme qui est jamais pris en compte. Tout ce qu'on voit, c'est que le prix il est légèrement plus élevé, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc du côté du consommateur, on se dit impeccable, ça rémunère vachement plus et on se dit même qu'il est gonflé d'avoir augmenté ses prix. Sauf que quand on considère le temps passé, les investissements que ça a demandé, au final, la marge, elle n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et on peut se demander si c'est normal qu'un producteur il en soit à faire autant d'heures pour simplement espérer générer un revenu qui soit juste pas négatif. Et donc là, les coopératives ont un atout, puisque elles peuvent s'occuper de regrouper, de commercialiser. C'est exactement ça. Il faut arriver à se rendre compte que les unités, elles ont besoin d'être d'une certaine taille pour être viables. Et là encore, c'est le travail sur la répartition de la valeur ajoutée et les débouchés. Aller chercher des débouchés plus rémunérateurs d'une part, mais aussi s'assurer que la part de la valeur ajoutée supplémentaire, elle aille bien jusqu'à l'agriculteur. Donc c'est ce qui est en train d'être évoqué avec la loi Egalim, qui avait ce but-là, qui ne marche pas. Donc il y a Serge Papin qui est en train de faire des propositions pour aller dans un sens d'un renforcement de cette loi. C'est indispensable si on veut arriver à avoir un producteur qui gagne sa vie. Il y a aussi la question de l'installation qui a été évoquée tout à l'heure dans les questions qu'on n'a pas traitées. L'installation, c'est hyper important, c'est le futur. Mais aujourd'hui, comment vous voulez inciter les jeunes quand on leur dit, voilà, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à investir, il faut s'endetter sur 15 ou 20 ans pour espérer, si tout va bien, gagner un SMIC et avoir tous les risques que ça comporte. Dans un contexte où le climat change, vous ne savez plus quand est-ce qu'il va pleuvoir. C'est pas vendeur, enfin... C'est normal que ça attire pas les générations. Donc, il y a aussi la nécessité de recalibrer les exploitations, la dimension des exploitations, le capital investi par rapport à l'efficacité économique des fermes. Il faut rappeler que c'est pas le produit brut qui fait le revenu, c'est la marge. Et tout ce que vous avez dit se pèse aussi au regard, et je l'ai un tout petit peu évoqué, du changement climatique, des objectifs climatiques que la France se donne. Jean-Louis Rastoin, vous voulez compléter un petit peu les propos d'Alexandra? Parce que je trouve Alexandra un peu pessimiste. Hein.
Ah, pourtant, elle m'a dit qu'elle était optimiste. Donc, en ce qui concerne, bon, dans le cadre de la transition écologique, et notamment, on peut citer, parce qu'on a un historique important pour le bio, hein, c'est CER France, c'est-à-dire les centres de comptabilité, ont publié il y a 2 ans une comparaison entre, dans la filière lait, filière conventionnelle et filière bio. Ils ont montré sur une période de plusieurs années, sur 5 ou 6 ans, que les marges étaient très supérieures et la résistance au risque, notamment aux aléas climatiques, beaucoup plus grande pour ces fermes. Mais ces fermes gagnent de l'argent parce qu'il y a la demande du consommateur pour le bio, mais c'est la transformation à la ferme ou dans un atelier collectif, coopératif, hein, et puis c'est la vente directe. Alors ça, c'est le triplé gagnant pour les revenus des agriculteurs. Alors j'ajoute par rapport à la surcharge de travail, etc., qu'il faut aller vers des formules aussi de type GAEC, hein, c'est-à-dire des regroupements d'exploitation avec une spécialisation des tâches entre tous les membres. Hein. Il y a beaucoup d'exemples, il faut regarder vous devez connaître hein, les fermes d'avenir, il y a beaucoup d'exemples là de formules qui sont des formules à succès. Peut-être qu'Alessandra évoquait l'engouement, enfin la tentative pour certains producteurs de sauter sur l'occasion des circuits courts, mais de manière peut-être un petit peu moins organisée que des structures qui se sont organisées dès le départ autour de la vente directe. Bah écoutez, moi j'ai fait une enquête avec des producteurs que je connais, j'en ai interviewé plusieurs pour voir justement les marges. J'étais très curieuse de voir les marges que permettait la vente directe. J'ai vu des situations qui semblent idylliques. GAEC, une démarche agroécologique avec des moutons, avec des cochons, enfin tout ce qu'il fallait, le bassin de consommation à proximité, le magasin de vente directe dans lesquels il y a des produits d'autres producteurs, enfin la situation, mais vraiment idyllique. Et bien, quand on compare à la charge de travail, si vous essayez de rémunérer les heures, vous ne rémunérez pas les heures. Par contre, effectivement, vous arrivez à couvrir les coûts de production. Quand on voit par exemple du porc élevé en plein air, du porc élevé sur paille, quand on voit le prix que c'est vendu un porc sous label fermier par rapport au coût de production, dans un circuit tradis, ça couvre pas les coûts de production. Là, ils arrivent à peine à couvrir les coûts, mais je crois que sur un porc, ils gagnaient même pas 1 euro. Enfin, c'est pas normal. Sur une vache qui est vendue en caissette, en vente directe, où on a internalisé les coûts, où on a fait ou alors où on a fait appel à de la prestation extérieure, on gagne de l'ordre de 500 euros sur une vache pour au moins une journée et demie ou plus de jours de travail supplémentaires. Et des vaches comme ça, on peut en espérer en passer, 3 par an. Ça reste des compléments de revenus, mais c'est pas la solution, c'est pas la panacée qu'on voudrait nous faire croire. Alors on va essayer de se tourner vers la régie parce qu'on me fait signe qu'il y a pas mal de questions. Oui, merci Camille. Je vais essayer de regrouper les questions parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Alors il y a des questions évidemment qui tournent autour de la montée en gamme et du prix des produits alimentaires, avec les questions sur l'acceptation par le consommateur. Chez nous, le consommateur est-il prêt à payer ? Peut-on mettre dans le prix et identifier dans le prix au consommateur les notions de qualité, de sécurité, les notions d'environnement, de biodiversité, les notions de bien-être animal ? Est-ce qu'on peut donc intégrer tout cela dans le prix ? Et le consommateur français, européen, est-il prêt à payer ? Il y a aussi une question sur notre consommateur ou notre client Maghreb. Est-il prêt à payer, avec les contraintes budgétaires dont nous parlait Jean-Louis Raskin, est-il prêt à payer des produits labellisés français ? Alors, on va les traiter, puis on passe aux suivantes, parce qu'après, sinon... Voilà. Jean-Louis Rastoin, sur la montée en gamme, qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez quelques chiffres là-dessus ? Est-ce qu'ils sont prêts à payer les consommateurs ? C'est tout à fait clair que la qualité totale telle que je l'évoquais, ça coûte plus cher à produire. Hein. On peut espérer réduire les coûts de production par les achats en commun, par le partage de personnel, de cadres d'entreprise, etc. Bien sûr. Et puis il faut miser aussi sur l'investissement en recherche-développement pour rendre plus compétitives économiquement les petites structures. Parce que dans le modèle que je préconise, c'est plutôt des PME et TPE que des très très grandes boîtes. Alors sur le consommateur, ce qu'on observe dans un pays comme la France, c'est qu'il y a environ 20% des consommateurs qui acceptent de payer les produits beaucoup plus chers. Le bio, hein, c'est 15-20% plus cher.
Alors évidemment, quid du reste de la population? Je pense que ça va passer dans ce qu'on appelle la gestion du budget des ménages, hein, parce qu'il faut faire des arbitrages entre les différents postes. Et le consommateur est sollicité par un matraquage publicitaire très très intense. Et donc, il y a beaucoup d'achats impulsifs. Et on doit corriger ceci par l'éducation à l'alimentation durable. Quels sont les bénéfices apportés? Ça a disparu des programmes, ou ça a très peu existé d'ailleurs, depuis la maternelle jusqu'à l'université du 3e âge. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation responsable et durable? Ça doit être intégré à tous les programmes. Et on va changer la mentalité des gens. Deuxièmement, les campagnes d'information génériques. Aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros de dépensés par les annonceurs de l'agroalimentaire. Et tout ça pour faire des publicités que l'on peut le voir et juger à la télévision ou sur les écrans, qui sont consternantes du point de vue du niveau, etc. Donc on remplace ça par la communication générique. Ce qu'a essayé de faire le plan national nutrition santé en France. Mais le plan national nutrition santé, c'est 7 à 8 millions d'euros de dépenses publicitaires. Donc moi, je préconise une taxe sur la publicité commerciale pour alimenter le PNNS, par exemple. Alors ça, et troisième dimension, c'est la prévention quand même. Je crois avec la crise du coronavirus, on a pris conscience de l'importance de la prévention, parce que la prévention permet ensuite de faire des économies. Alors on a parlé tout à l'heure des dépenses alimentaires dans le budget des ménages. C'est vrai que c'est 15% en France. Ça a beaucoup chuté, c'était 40% dans les années 50. Mais je regarde les dépenses de santé. Si je mets dedans, évidemment, la sécurité sociale qu'on ne paye pas, mais qui sont payées par le budget de l'État. C'est 13% aujourd'hui. Donc il y a une aberration. On sait que l'alimentation équilibrée, durable, etc., c'est un facteur d'évitement des maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, etc., l'obésité. Bon. Et tout ceci, donc, ça doit être rapproché. En faisant de la prévention, on va faire des économies sur certains postes qui pourront être dédiés à l'alimentation. Je termine en disant qu'une étude... Rapidement, parce qu'il reste quelques minutes et plusieurs questions. Bon, alors je dis rien, parce que c'est une étude anglaise, alors ça a moins d'importance. Sur la notion, est-ce qu'on peut intégrer dans le prix les notions de sécurité alimentaire, de bien-être animal? Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui se fait ou qui pourrait se faire? Je pense qu'on a plusieurs exemples qui montrent que oui, c'est possible. Vous regardez par exemple les œufs de poules élevées en plein air. Il y a quelques années, tout le monde s'en fichait d'où venaient les œufs. Aujourd'hui, il y a des magasins qui disent on ne vendra plus d'œufs de poules qui ne sont pas élevées en plein air. Quand il y a une vraie volonté, une vraie demande du consommateur, c'est tout à fait possible. Le consommateur, il a dit oui pour payer ces quelques centimes de plus pour ces poules qui ont accès à du plein air. Mais pourquoi? Parce qu'il a compris, en fait. C'est un message simple. Il a vu des poules en cage, il a la vision de ce que c'est une poule en cage, il a une vision très idyllique de ce que c'est qu'une poule qui a du plein air, mais il a compris quelque chose. Le problème de l'agriculture, c'est que pour les non-initiés, c'est extrêmement compliqué de différencier les différents systèmes. Pour moi, l'augmentation du consentement à payer, elle passe par une vraie compréhension de pourquoi on paye plus cher quelque chose de très simple, très basique. Encore un enjeu de communication. Jean, est-ce qu'il... J'ai plusieurs paquets de questions. On va passer donc au suivant. Il y a des questions toujours sur la valeur et les recherches de rémunération. Une question ou une remarque déjà, et que vous pouvez peut-être approfondir, sur la reconnaissance du rôle des agriculteurs dans la protection de l'environnement et l'entretien du paysage. N'est-ce pas aux collectivités ou à la collectivité, qu'un grand C, de financer par l'argent public ces services? Déjà abordé, donc peut-être vous aurez des éléments de complément. J'envoie d'autres questions, ou tu prends celle-là? On va prendre celle-là, peut-être Alessandra, rapidement, parce que c'est vrai que s'il y en a plusieurs autres... Alors, en très rapide, on parle beaucoup de l'empreinte carbone des ruminants, on parle beaucoup de choses comme ça. Ce que le consommateur n'a pas du tout conscience, c'est que s'il n'y a plus de ruminants, il n'y a plus de prairies. Point. Donc il n'y a plus de paysage, donc il n'y a plus de haies, donc il y a moins de biodiversité. Il faut comprendre que l'agriculture, à chaque fois qu'on touche à un paramètre, ça a des impacts multiples. Dire qu'on veut réduire les impacts carbone en focalisant exclusivement sur ça,
ça peut amener à un effet complètement contre-productif, c'est-à-dire à l'augmentation de l'utilisation des engrais azotés. Si on a moins de fumier, on met plus d'engrais azotés, qui eux génèrent du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui a un pouvoir réchauffant bien supérieur à celui du CO2. Et derrière, ça génère des problèmes de nitrate, de lixiviation. Enfin, il faut arriver à ce que le consommateur comprenne aussi, enfin les pouvoirs publics aussi, que c'est un tout et que focaliser uniquement sur un paramètre, ça n'a aucun sens. Merci. Oui, j'ai une remarque qui arrive à l'instant, donc je vais la citer tout de suite, sur la question donc des Egalim, enfin la loi Egalim plutôt, qui devrait être au centre des débats, et notamment au niveau du partage de la marge, sachant que le pouvoir d'achat du consommateur aurait bon dos. Donc, notez quand même cette question. Je vais vous envoyer tout de suite une autre série de questions que je regroupe autour des changements de pratiques des agriculteurs, avec des visions peut-être plutôt pessimiste ou au regard des impasses de production si on nous enlève des produits notamment. Est-ce qu'on risque pas d'avoir des découragements d'agriculteurs et au final en faire profiter les produits importés? Donc ça, c'est une première constat. Toujours dans le même ordre d'idée, par rapport à nos régions, notre région défavorisée, beaucoup de montagnes, la demande ou les évolutions en matière d'agroécologie de retrouver de la diversité au niveau des systèmes de production, est-elle possible dans nos territoires défavorisés? Est-ce qu'on n'a pas plutôt des territoires qui sont condamnés dans un système d'élevage? Voilà, donc ça nous recentre sur notre territoire. On va prendre les deux. Jean-Louis Rastoin, peut-être. Oui, sur le partage de la valeur. Bon, il y a un indicateur très intéressant qui s'appelle l'euro alimentaire, hein, qui est calculé maintenant par France Agrimaire. Bon, dans le dernier chiffre qui remonte, je crois, à 2016 ou 2017, effectivement, l'agriculteur, c'est 6%. Quand le consommateur paye 100, l'agriculteur récolte 6. Et c'est vrai qu'il y a une captation de la valeur par l'aval. On a beaucoup incriminé la grande distribution, etc. Mais il y a la captation par l'amont, c'est-à-dire par les coûts de production qui ne cessent de galoper du fait des intrants chimiques, etc. Donc il faut regagner de la valeur, il faut mieux partager la valeur dans toute la filière, entre l'aval et l'amont. Hein, c'est très important. Sur la question du découragement potentiel des agriculteurs du fait de l'incitation ou de l'obligation d'aller vers des nouvelles pratiques, vous en pensez quoi? La question qui était posée, c'était sur les systèmes d'élevage de montagne. Donc effectivement, si on a des terres qui ne sont pas labourables, elles ne sont pas labourables. On ne les rendra pas labourables. Après, pour moi, ces systèmes, c'est des systèmes qui sont déjà vertueux en soi. Quand c'est de l'élevage extensif, la question, c'est pas de diversifier pour faire mieux d'un point de vue agroécologique. La question, c'est d'améliorer la rentabilité pour que ces systèmes-là, qui sont vertueux, puissent persister, en fait. Et on en revient toujours à la question de création de débouchés. Quand on va en broutard vers l'Italie à des cours où c'est juste pas possible de rémunérer les coûts de production, là, on a un problème. Donc la question, c'est plutôt pourquoi on est obligé de vendre vers l'Italie, pourquoi on n'arrive pas à améliorer nos débouchés internes pour cette viande qui est de qualité et qu'on devrait garder pour nous au lieu de l'exporter, en fait. Il y avait une autre question qui était réellement sur le... Pardon? Oui. Ah pardon, excusez-moi. Non, juste un mot, parce que cette question du prix, elle est aussi conditionnée par la fiscalité. Donc si on veut aller vers de l'alimentation durable, il faut que les aliments qui apportent cette qualité de durabilité bénéficient d'une TVA à taux réduit et n'aient pas la même TVA que ce qu'on appelle la malbouffe, la junk food. Hein. Et il y a une anomalie. Mais évidemment, quand on parle de ça à Bercy, ils sont assez réticents. Mais je pense que les incitations fiscales, tout comme les incitations, les aides à l'investissement, sont très importantes pour faire la transition agroécologique. Si on ne fait pas ça, évidemment, il ne se passera rien. Alors je reviens il y avait une question effectivement sur les zones de montagne, mais il y avait aussi une question sur le changement de pratique. Une personne là se posait la question, est-ce que ça ne va pas décourager les agriculteurs si on leur enlève des molécules chimiques, donc on leur enlève leur itinéraire technique maîtrisé et connu pour aller vers de l'inconnu?
Pour moi, c'est vraiment une question qui est primordiale. Si on veut réussir la transition agroécologique, il faut l'accompagner et mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Il y a des choses, j'ai parlé tout à l'heure des GI2E, les groupements d'intérêt écologiques et économiques. C'est des initiatives qui sont intéressantes parce que justement, il y a un effet de groupe, il y a un effet de je suis pas tout seul à chercher dans mon coin, il y a un effet de bah t'as fait comment, ça a marché, ça a pas marché, ah ouais, je vais peut-être essayer ça. Et c'est une dynamique qui peut fonctionner, mais les agriculteurs, faut pas les laisser tout seuls dans ces dynamiques-là. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Il y a une expérience qui a été menée du côté rennais, me semble-t-il, avec une agence de l'eau qui a financé un accompagnement technique avec un ingénieur pour essayer de supprimer des pesticides. Donc il y avait tout un programme avec l'ingénieur qui était là pour dire bah, il faut essayer de faire comme ça. L'agriculteur qui mettait en œuvre cette pratique-là avec une zone témoin pour voir s'il y avait vraiment des pertes de récolte avec un salissement plus important ou non. Et derrière, il y avait une garantie de si vous avez une vraie perte, pas de rendement, mais de marge, si à la fin vous avez perdu de l'argent, on sera là pour vous soutenir et vous aider à passer le cap pour que ce ne soit pas à vous d'assumer l'entièreté du risque. Ça, c'est des initiatives qui, pour moi, ont un sens énorme, de dire on vous demande de faire mieux, mais on sera prêt à vous soutenir si jamais ça ne marche pas. Donc c'est de le faire pas n'importe comment, pas l'agriculteur tout seul qui essaye sans trop savoir, c'est de le faire accompagner avec des techniciens, avec des groupes, et de se voir à la fin, grâce à ces témoins, est-ce qu'au final, quand je considère la marge, est-ce que mon rendement, qui a peut-être un petit peu baissé, est-ce qu'il est compensé par justement la baisse des charges? Est-ce qu'au final, c'est intéressant ou pas? Très bien, merci. Jean, on prend une dernière question. Alors on va terminer effectivement. J'ai plus, peut-être deux questions, je sais pas. Donc il y a une question sur la gouvernance des coopératives. On a parlé tout à l'heure de gouvernance des coopératives par rapport aux entreprises du CAC 40. Donc sur la gouvernance des coopératives, il y a une question qui serait ne faudrait pas, est-il possible d'ouvrir la gouvernance des coopératives agricoles jusqu'à la distribution pour avoir davantage de proximité avec le consommateur? Et puis je vous donne la dernière peut-être pour la fin, ça sera la synthèse. Peut-on imaginer, peut-on rêver que demain, les produits agricoles et agroalimentaires aient un statut commercial au regard de la concurrence qui soit différent des autres produits? Jean-Louis, sur la première question. Oui, alors l'intégration de la distribution, c'est un problème complexe. Ça a été tenté, mais ça n'a pas toujours été un succès. Par contre, une alliance avec des coopératives de consommateurs qui sont en train de se recréer maintenant, ce serait quelque chose d'intéressant dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il faut faire un gros effort sur l'aval agroalimentaire et puis sur la création des nouveaux services que j'ai évoqués, des nouveaux produits que j'ai évoqués. C'est dans cette direction qu'il faut aller du point de vue de la diversification des coopératives. Allez, je me tourne vers vous pour la dernière. Pour la dernière, sur ce statut commercial, donc j'ai évoqué les mesures miroirs qu'on espère voir un jour appliquées. Il y a déjà des choses qui sont différenciées sur les produits agricoles, notamment sur les marchés publics. Les marchés publics, il y a une expérimentation actuelle qui donne la possibilité aux marchés publics d'avoir une préférence locale pour certains produits, ce qui normalement n'est pas autorisé. Enfin, il y a déjà des choses comme ça. Et on évoquait tout à l'heure le chèque alimentaire. L'idée de diriger le chèque alimentaire vers des produits nationaux, c'est déjà quelque chose qui n'est pas conforme aux règles du commerce classique. Donc c'est possible d'aller vers des exceptions comme ça, puisque on a quand même des très, très bonnes raisons de le faire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup à tous les deux pour cet échange passionnant. On a abordé un grand nombre de sujets. Je pense qu'on aurait pu faire 2 heures de plus sans s'ennuyer. Merci beaucoup à tous les deux et Merci à vous. Je laisse la suite et le mot de la fin. Merci.